Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue dans la 51e vidéo Thread Horror. Comme d'habitude, avant de vous raconter les histoires qui vont suivre, on va voir ensemble l'histoire qui vous a le plus fait flipper dans la dernière vidéo. Après avoir lu et analysé tous les commentaires sur la précédente vidéo, l'histoire qui vous a le plus terrifié est l'histoire numéro 1. Encore une fois. Merci encore infiniment à ceux qui ont voté et aux auteurs des histoires. Sur ce, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire et c'est parti. Première histoire. La première histoire est celle de Patrick, camionneur long courrier. Durant ses 20 ans de carrière, il a été amené à voir et à traiter avec des choses et des gens très effrayants et très bizarres. Et l'histoire qui va suivre est l'une d'entre elles. Un jour, Patrick roule sur la route US 93 au Nevada. Il se dirige en direction de Portland afin d'y effectuer une livraison. Il roule depuis déjà plusieurs heures et à 1h30 du matin, il décide de faire une pause de 30 minutes. Il arrive à trouver un stationnement sur le bas-côté réservé aux gros camions et cigares. Patrick sort ses magazines et commence à préparer son sandwich. Et alors qu'il est en train de manger, Patrick remarque qu'un véhicule venait tout juste de se garer juste derrière son camion. Il ne s'inquiète pas plus que ça, mais décide tout de même de garder un œil sur celui-ci. Puis, tout commence à devenir très bizarre. Patrick remarque soudainement qu'une silhouette était en train de se diriger vers lui du côté conducteur. Ce dernier s'arrête au niveau de la remorque et commence à frotter cette dernière avec sa main. Patrick, lui, a de gros soupçons, il ne savait pas qui était cet individu, et il décide alors de sortir son pistolet de sa boîte à gants. Il y insère des balles, la verrouille, puis la glisse dans sa ceinture et descend de sa remorque. Patrick décide de ne pas trop s'approcher de l'individu, il garde un doigt sur la gâchette de son pistolet et commence alors à éclairer l'individu avec sa lampe de poche. Et là, il y découvre un homme très étrange avec un long manteau blanc et sale. Ce dernier avait aussi les cheveux longs et gras, et il était aussi chauve sur le dessus. Pendant ce temps, l'homme semblait ne pas avoir remarqué Patrick et continue à frotter quelque chose sur l'arrière de la remorque. Patrick lui crie alors d'arrêter et ce dernier lève alors les yeux et le regarde fixement tout en souriant. Et sans détourner son regard de Patrick, ce dernier commence à marcher vers lui. Patrick lui recule jusqu'au niveau de sa porte côté conducteur et garde toujours sa main sur son pistolet. Il ne souhaite pas le sortir car pour l'instant, sa vie n'était pas en danger. Arrivé au niveau de sa porte, Patrick monte à bord et verrouille la porte. L'individu étrange s'approche alors de la porte de Patrick et commence à le regarder tout en souriant et en ricanant. Patrick se dit qu'il était sûrement dérangé et qu'il était temps pour lui de déguerpir d'ici. Et alors qu'il s'apprête à tourner la clé afin de démarrer son camion, il sent soudainement ce dernier trembler, comme si quelqu'un était en train de secouer son camion. Il jette un œil alors sur le rétroviseur côté conducteur, mais rien. Il tourne alors sa tête sur le rétroviseur côté passager, et là, il voit une femme aux cheveux ébouriffés et qui semblait aussi le regarder d'une façon terrifiante. Cette dernière s'approche de la fenêtre côté conducteur et commence à faire des va-et-vient avec sa tête de gauche à droite tout en créant de la buée sur la vitre, ce qui a pour effet de terroriser Patrick qui ne peut que rester figé sur son siège. Mais ce n'est pas tout. L'individu qui était en train de frotter sa camionnette réapparaît alors au niveau de sa fenêtre côté conducteur et commence à lécher sa vitre. Pendant ce temps, la femme qui était de l'autre côté commence à frapper elle aussi contre la vitre côté passager avec la paume de sa main. L'individu étrange qui était juste à quelques centimètres de lui, de l'autre côté de la porte, commence alors à lui dire « Hey, ouvre la porte, on est des amis. Qu'est-ce que tu as dans ta caravane? Tu as des choses intéressantes? Allez, ouvre mon garçon !» À ce moment-là, se sentant menacé, Patrick dégaine alors son pistolet et montre clairement aux deux individus qu'il était armé. La femme, en voyant ça, disparaît immédiatement. L'homme, quant à lui, continuait à sauter sur le marchepied du côté conducteur tout en regardant Patrick en lui souriant dessus. Puis 10 secondes après, il descend du marchepied et disparaît derrière le camion avec la femme. Patrick, lui, en profite pour démarrer son camion et prend alors à la fuite à toute vitesse. Il n'a plus jamais revu ces individus, mais c'est sûrement l'une des histoires les plus terrifiantes qu'il ait vécues lors de ses 20 ans de carrière en tant que camionneur. La deuxième histoire est celle de Joséphine et cela se passe dans les Caraïbes. Elle ne nous précise pas dans quelle île ou dans quel pays elle habite,
Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle vivait dans un endroit assez tranquille où rien de très chaud ne se passait. C'était plutôt le genre de ville où les retraités aimaient venir siroter un coup de pina colada avec des amis. Cependant, à quelques maisons à côté de là où habitait Joséphine, vivait une famille assez différente des autres. Ils avaient la plus grande maison de la rue et surtout, ils avaient un train de vie très luxueux. Leur enfant jouait très souvent avec Joséphine, surtout leur fille nommée Tini qui avait juste 5 ans. Et à cette époque-là, Joséphine n'avait que 11 ans. La petite Tini donc de cette famille aisée passait très souvent son temps avec Joséphine dans sa maison jusqu'à tard dans la nuit. Mais bon, vu que c'était un quartier tranquille et que les parents de Joséphine connaissaient très bien aussi les parents de Tini, les parents de Tini décident donc tout simplement de laisser leur fille jouer dans la maison de Joséphine. Lorsque Tini a eu 6 ans, ses parents ont décidé d'organiser une grande fête d'anniversaire pour elle en invitant tous les enfants du quartier. Tout naturellement, Joséphine voulait y aller aussi. Il y avait des maisons gonflables, des toboggans aquatiques, bref, il y avait énormément d'activités à faire. Mais cependant, ses parents l'interdisent d'y aller. Joséphine n'a jamais su pourquoi jusqu'à présent. Elle se dit que c'était peut-être parce que sa mère n'était pas si proche de la mère de Tini finalement. Après avoir essuyé un refus de la part de ses parents, Joséphine se sent triste. Puisque tous les enfants du quartier s'étaient rendus à la fête d'anniversaire, et elle était obligée de jouer seule chez elle. Quelques jours après cette grande fête d'anniversaire, un soir, alors que Joséphine est en train de jouer avec Tini ainsi que ses frères et sœurs, ils entendent tous un bruit sec et fort provenant de la maison de Tini. Les voisins ainsi que les parents de Joséphine sortent tous de leur maison et commencent alors à courir dans la rue tout en essayant de voir qu'est-ce qui s'était passé. Les parents de Joséphine ainsi que les voisins comprennent alors très vite qu'il y a eu des coups de feu et ils décident alors de faire rentrer les enfants dans la maison en toute sécurité. Tout ce dont Joséphine se souvient à ce moment-là, c'est qu'après le coup de feu, elle a vu une camionnette noire dévaler la rue à toute vitesse. La police est rapidement appelée sur place et ainsi qu'une ambulance. Tini ainsi que ses frères et sœurs sont pris en charge par les forces de l'ordre et depuis ce jour, Joséphine ainsi que ses parents n'ont plus jamais revu Tini ainsi que leur famille. Pendant quelques mois, la maison est restée vide et durant ce laps de temps, des camionnettes noires passaient souvent dans le quartier afin de demander aux voisins des nouvelles de la famille ainsi que des enfants. Après cet événement, personne n'a plus jamais reparlé de cet incident. Les flics ont certes posé des questions à Joséphine, lui demandant si Tini ainsi que ses frères et sœurs lui avaient déjà confié des choses par rapport à leurs parents. Mais bon, Joséphine, elle, a 11 ans, elle ne sait pas trop quoi répondre et surtout, elle ne savait pas grand-chose. Les années ont passé et l'histoire s'est petit à petit estompée. Très récemment, en devenant adulte, Joséphine a donc posé la question à l'un de ses voisins qui était agent de police afin de savoir ce qui s'était passé cette année-là. Ce dernier lui dit que cette nuit-là, le père de Tini a reçu une balle dans le crâne et que sa femme a été gravement blessée. Tout cela parce qu'il était un baron de la drogue et qu'il avait décidé de collaborer avec la police afin de livrer des informations par rapport aux gangs rivaux et au trafic. Tout cela histoire d'avoir une remise de peine. Les hommes en camionnette qui étaient passés plusieurs fois dans le quartier durant les mois qui ont suivi l'incident étaient là pour retrouver la femme ainsi que les enfants de l'homme qui a été abattu, histoire de les faire taire à jamais. Et effectivement, le fils aîné de la famille sera retrouvé mort quelques heures plus tard dans une autre ville. Ces gangs rivaux n'ayant pas du tout apprécié qu'il les balance, ont tout simplement décidé d'exterminer sa famille. La mère, qui a été soignée dans un hôpital, Tini ainsi que ses frères et sœurs restants ont fini par déménager dans un autre pays dans le cadre de programmes de protection de témoins. Depuis ce jour, Joséphine n'a plus jamais eu de nouvelles de la part de Tini, mais elle espère au fond de son cœur qu'elle se porte bien et que sa mère ainsi que ses frères et sœurs le sont aussi. La deuxième histoire est celle de Cindy et cela s'est passé lors de son voyage en Europe de passage à Paris. Quelques jours auparavant, Cindy était arrivée à Paris avec son frère afin de visiter la capitale. Ils arrivent à trouver une auberge de jeunesse avec une chambre comportant 10 lits superposés. Et dès leur arrivée dans la chambre, ils ont tout de suite remarqué cet individu qui était très louche. Presque tout de suite après être arrivé,
L'homme s'approche de Cindy ainsi que de son frère et commence alors à leur demander s'ils souhaitent partir en Libye avec lui. Bien entendu, frère et sœur refusent et dit à l'homme que cela ne les intéressait pas du tout. Ce dernier persiste et il continue tout simplement de refuser sa proposition. Ce dernier est là, à côté d'eux et essayait tout le temps de discuter avec eux. Le frère de Cindy, qui n'était pas du tout du genre à s'affirmer, se contente tout simplement de rire comme si le type était en train de plaisanter. Cela va durer pendant 2 jours environ. Et un beau matin, en se levant et en se dirigeant vers la cafétéria afin de prendre le petit déjeuner, Cindy oublie tout simplement son téléphone portable. Elle dit à son frère d'aller en premier et qu'elle retournera dans la chambre afin de prendre son téléphone. En rentrant dans la chambre, Cindy voit l'homme qui parlait d'aller en Libye assis juste là. À ce moment-là, il n'y a personne dans la chambre et Cindy, elle, hésite à prendre son téléphone. Mais en même temps, elle n'a pas envie de laisser ce dernier avec cet individu car elle ne sait pas de quoi il serait capable. Elle décide alors de s'approcher de son lit, se saisit de son téléphone et à ce moment-là, l'homme commence alors à lui crier « Libye, maintenant, on y va !» Cindy prend peur, elle décide alors de courir vers la porte et ce dernier se lève et lui bloque le passage. Il continue à baratiner des mots en disant qu'il faut qu'ils aillent à l'aéroport afin de partir en Libye, sans préciser quoi que ce soit. Cindy pousse alors l'individu et se rend directement à la cafétéria afin de raconter tout ça à son frère. Et ensemble, ils décident tout simplement de changer de chambre car cet individu était très clairement dérangé. Cindy ainsi que son frère décident de se rendre à la réception et leur explique tout ce qui était en train de se passer. Ils expliquent aussi que l'individu était très bizarre et que cela les dérangeait de rester dans la chambre avec lui. La réception les écoute attentivement et décide alors d'appeler la police afin de mettre tout cela au clair. Et pendant ce temps, il y a plusieurs détails qui sautent aux yeux de Cindy. Premièrement, l'individu n'avait pas payé à l'avance sa place dans la chambre. Normalement, lorsqu'on reste dans une auberge, on paye le montant de la période où on est censé rester. Mais cet homme, lui, payait à la journée. À l'arrivée des forces de l'ordre, ce dernier exige un contrôle d'identité de toutes les personnes de la chambre et il découvre alors que l'individu possédait plusieurs pièces d'identité, mais qu'aucune d'entre elles ne lui ressemblait. L'homme se fait alors rapidement arrêter et escorté hors de l'auberge. Il a été interdit d'y séjourner à nouveau et Cindy ainsi que son frère ont tout simplement changé de chambre après cela et ont reçu des bons pour dîner gratuitement au sein de l'auberge. Jusqu'à aujourd'hui, Cindy ainsi que son frère n'ont aucune idée de ce qui s'était passé à Paris. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils comptaient faire d'eux une fois arrivés en Libye? À vous de me le dire dans les commentaires. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié ces 3 histoires. Comme d'habitude, avant de partir, n'oubliez pas de prendre une seconde afin de voter pour l'histoire qui vous a le plus terrifié. La 1, la 2 ou la 3. En passant, merci encore 1000 fois pour votre soutien, je sais que je ne le dis pas assez souvent, mais voilà, ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires tous les jours, vos messages de soutien, et je suis très content, voilà, que vous appréciez les vidéos, et ça me fait super chaud au cœur. Sur ce les amis, portez-vous bien, n'oubliez pas de m'écrire vos histoires directement sur le thread Reddit, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Gensho, ciao.